Bonsoir, bienvenue à tous. Ce soir, nous accueillons dans ce cycle des musées qui parlent sur la France. C'est donc la 5e fois que nous accueillons la France et ce soir, nous avons comme invité la directrice de MACVAL, le musée d'art contemporain de Lyon, Madame Bertolotti. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons commencé ce cycle de musées qui parlent en 2012 au sein de Istanbul Moderne. C'est une plateforme de débat dont la caractéristique principale est de faire rencontrer les professionnels de musées internationaux avec les professionnels de musées turcs et ainsi leur permettre de parler de différentes pratiques muséologiques et de faire connaître les différents musées en Turquie, faire connaître leur historique et leur pratique. Nous avions commencé en 2012 avec les États-Unis, suivi par le Royaume-Uni et l'Allemagne. Et cette année, c'est grâce au soutien précieux de l'Institut d'études françaises que nous nous concentrons sur la France. Et donc, Madame Bertolotti, bien sûr, va nous fournir plus d'informations sur MACVAL, Lyon. Mais c'est juste brièvement, c'est une institution qui date de 1984. C'est en 1995 que c'est surtout sur la conception d'édifices de musées que peut-être l'un des architectes les plus connus, Matteo Renzi, qui a conçu cet édifice. Et c'est en 1995 donc, que le musée s'est déplacé dans cet édifice conçu par cet architecte. Je crois la plus grande caractéristique de MACVAL, c'est de pouvoir changer d'identité en fonction des besoins d'une exposition, en fonction des besoins des artistes. Une autre caractéristique de MACVAL est aussi leur habitude d'inviter les artistes étrangers, c'est-à-dire de souvent faire appel à des coopérations, de collaborations et aussi de donner place aux œuvres de ces artistes étrangers dans la collection permanente. Il y a aussi la Biennale de Lyon qui est organisée tous les 2 ans, cette Biennale d'art contemporain qui est également accueillie par ce musée. Voilà, Isabelle, évidemment, va nous donner plus d'informations, mais avant de lui céder la parole, je la remercie une nouvelle fois d'avoir accepté notre invitation et encore un grand merci à l'Institut d'études françaises. Merci à vous, merci de m'avoir invité. Je vais essayer de vous évoquer l'histoire du musée d'art contemporain et surtout la manière dont on l'a conçu, puisque comme vous l'avez entendu, il a été au départ créé dans un ancien bâtiment du musée des Beaux-Arts, et puis en 84, et puis en 95, il a déménagé dans un nouveau lieu qui a été créé à l'occasion d'une grande reconstruction à l'intérieur de la ville de Lyon, à côté d'un grand parc. Il y avait un immense centre, un palais de la foire, un endroit très commercial, qui était, dont il ne reste que la façade du blanche que vous apercevez sur l'ensemble de la cité internationale. Cette grande cité rouge a été conçue par l'architecte Renzo Piano, qui, si j'ai bien compris, va faire aussi votre musée, le musée qui est ici, à côté des quais sur le port. Donc ce musée a été conçu en lien direct avec l'architecte et nous lui avons demandé de suivre des indications précises, c'est-à-dire être extrêmement souple pour l'art contemporain. Art contemporain pour nous signifiant des œuvres qui peuvent prendre toutes ces formes, à la fois des sculptures, des peintures, des performances, de la danse, du cinéma. Et donc nous avions besoin de plateaux extrêmement flexibles.
Je dois dire que la discussion avec Renzo Piano a été vraiment excellente et nous avons pu ensemble réaliser un musée parfaitement adapté à l'art contemporain. Je vois très souvent des musées qui sont réalisés par des architectes, mais je pense qu'on reviendra peut-être sur cette partie ensemble après, qui sont des belles œuvres, on va dire des beaux bâtiments, mais qui sont très souvent peu utilisables pour de l'art contemporain. Donc là, vous avez la façade qui date des années 30, 1930, et qui présente ces grandes ouvertures qui peuvent être bouchées suivant les expositions depuis l'intérieur. De l'autre côté, nous avons la façade extrêmement moderne qui s'intègre complètement à l'ensemble, qui sont des grandes vitres qui peuvent pivoter complètement et permettre de rentrer dans le hall qui est accessible pour tous de manière assez simple. Les étages sont accessibles également par des grands escaliers, mais aussi par des ascenseurs. Et également, nous avons une grande salle de conférence équipée de sons spécifiques pour voir des films et des vidéos. Je vais vous présenter une série d'œuvres, sachant que la collection du musée de Lyon s'est constituée principalement à partir de productions qu'on a demandées aux artistes. Ce ne sont pas des commissions, comme on dit souvent, ce ne sont pas des commandes, mais bien des expositions. Nous invitons les artistes à réaliser, à créer des œuvres dans le musée pour des expositions. Et à l'issue de ces expositions, si les œuvres nous paraissent importantes et intéressantes à garder, on essaye de négocier. Parfois même, nous avons des dons d'artistes, donc de garder des œuvres dans notre collection. La caractéristique de la collection du musée de Lyon est donc d'avoir une formidable collection d'installations, la plus importante en Europe, après le Centre Pompidou, et qui s'est constituée au fil des années, justement, beaucoup grâce à des dons d'artistes. Donc là, nous avons des œuvres qui ont été réalisées in situ, c'est-à-dire sur place, dans le cadre de résidence. Maintenant, on appelle ça résidence, mais dans les années 80-90, c'était plutôt des invitations aux artistes de venir réaliser des expositions. Et à cette occasion, les artistes restaient un certain temps avec nous, et ensemble, on travaillait, et c'était réellement une vraie collaboration, comme ça l'est dans le cadre de résidence. Donc là, on a l'artiste Anna Milton, qui a réalisé, en lien avec Lyon, qui est une ville de textile, qui a beaucoup été tournée vers la soie, sur la route de la soie, a réalisé un ensemble de broderies qui sont face aux grandes ouvertures que vous avez vues qui donnaient sur le parc et que Renzo Piano a conçues pour cette salle d'exposition. En face, ce sont des faux murs, des murs il n'y a pas de mur du tout à chaque étage, ce sont des immenses plateaux. Cet étage-là, le deuxième étage du musée, fait 1000 mètres carrés et n'a pas de mur. Donc on peut cloisonner exactement en fonction des pièces que l'on souhaite montrer. Donc ici, on a un mur, qu'on a l'impression d'être un mur normal, mais c'est en fait une œuvre, puisque, je ne sais pas si vous l'apercevez, le mur, c'est un mur qui pleure. L'œuvre de Anna Milton est en fait un ensemble de circulation d'eau, avec des tout petits trous invisibles dans le mur, et le mur par moments pleure. Donc c'est une très très belle œuvre, très poétique, et qui a été réalisable grâce à justement cette grande mobilité du site. Et on a des œuvres extrêmement différentes, puisque là on a une œuvre de l'artiste Mathieu Briand, qui est un artiste français, et qui a, à partir de ce trampoline qui est accessible au public, réalisé un système on peut sauter, on peut jouer, et il y a autour plus de 70 caméras qui décalent la prise de vue, et donc le visiteur se voit en train de sauter, mais pas forcément au moment où il a sauté, et celui qui va arriver après va peut-être voir le précédent, et donc c'est un ensemble assez ludique, mais qui permet de changer complètement la perception qu'a le visiteur d'un musée, puisqu'on est toujours dans cette idée souvent d'un musée où on peut pas bouger, on peut rien toucher, et là on a souhaité complètement bouleverser ces codes-là, avec une salle entièrement ronde, dont les murs ont été faits spécifiquement pour l'exposition. Bien entendu, on a la possibilité de faire énormément d'autres types d'œuvres. Nous sommes juste à côté d'un parc avec un zoo, et nous avons la chance d'avoir des œuvres possiblement réalisables avec des animaux, puisque là, on a une œuvre de Tsai Ko-chiang qui est en fait un jacuzzi dans lequel, en théorie, en tout cas quand elle a été conçue dans l'idée en Chine, c'est une œuvre dans laquelle le public devrait pouvoir se baigner, mais c'est une volière. Donc en fait, c'est un
un ensemble où les oiseaux sont librement laissés et le public rentre dans la volière, donc en ouvrant le filet et rentre dans la volière et peut se plonger normalement dans le jacuzzi. En France, pour des raisons de normes, on ne peut pas puisque les oiseaux, on va être assez pragmatique, mais les oiseaux peuvent faire caca dans l'eau et donc polluer l'eau. Et donc, de fait, on ne peut pas se baigner, mais on peut visiter et être avec les oiseaux et se baigner avec des senteurs. Et donc, c'est assez étonnant. On a observé pendant le temps de l'exposition, c'est une œuvre de la collection, pendant le temps de l'exposition de cette œuvre, les oiseaux qui nous étaient prêtés par le parc ont observé la façon comment les visiteurs rentraient. Et en fait, ils se positionnaient sur l'une des pierres et quand un visiteur rentrait en ouvrant un tout petit peu trop le filet, il se sauvait. Et donc, on a eu des soucis avec ces oiseaux qui se sont, à un moment donné, après avoir étudié notre passage, sauvés les uns après les autres dans le reste du musée. Donc, on a été plus vigilants après, mais c'était assez intéressant de voir comment les oiseaux prenaient possession du musée et comment leur façon intelligente de voir les choses leur permettait de nous étudier aussi. Toujours du même artiste, Taeko Chiang, pour vous montrer un petit peu la complexité et la possibilité qu'offre le musée, à la fois en forme d'espace, en volume, à la fois en hauteur, à la fois en résistance au sol. Je crois que c'est très important aussi de pouvoir mettre des œuvres qui sont lourdes, qu'on puisse aussi bien les accrocher au plafond, mais aussi bien les poser au sol. Vous avez ici ce qu'on appelle un grand 8, qui est en fait un manège sur lequel le visiteur est invité à monter. Le petit wagonnet circule et le visiteur s'approche du plafond qui en fait est une représentation, on va dire, de l'art contemporain, art moderne et contemporain, puisqu'on part de Duchamp. En passant, vous apercevez des représentations au plafond de Duchamp jusqu'à nos jours. Et donc, c'est un voyage à travers l'histoire de l'art. C'est une simulation d'un voyage à travers l'histoire de l'art et le public est invité à monter dans le wagonnet. D'autres œuvres qui font un petit peu la caractéristique du Musée d'art contemporain de Lyon, c'est ce rapport à la perception, ce rapport où le corps du visiteur est impliqué. C'est une œuvre d'un artiste qui est décédé maintenant, mais qui s'appelle Robert Filliou, et qui a été un peu l'initiateur de cette pensée qu'on a essayé de garder au Musée d'art contemporain, qui est le mouvement Fluxus, qui prône que l'art c'est la vie, et donc c'est un poi-poi-drome que vous avez devant vous, qui est un endroit qui a été inspiré fortement de son voyage au Mali, où les gens se rencontrent, viennent discuter, demandent comment ça va, et poi-poi, etc., etc. Et donc c'est un endroit très convivial qui se construit et qui est très modulable, et donc on peut placer de la manière dont on veut, et qui permet au public d'entamer des discussions. C'est assez représentatif de ce qu'on souhaite montrer, c'est-à-dire des pièces qui sont à la fois modulables, à la fois qui impliquent le corps du visiteur. Et pour ce faire, là, c'est à nouveau Robert Filliou, en fait, c'est sa déclaration, c'est le bien fait, mal fait, pas fait, pourvu qu'on fasse quelque chose ou pas, ça n'a pas d'importance, mais c'est un moment de discussion et de réflexion. Donc là, c'est une immense œuvre qui fait plus de 100 mètres de long, qui est suspendue et qu'on peut suspendre à différents étages du musée. C'est une pièce qui est, on va dire, facile à replier, parce que certaines que je vous ai montrées auparavant sont plus difficiles à conserver. On pourra revenir sur les questions de conservation si vous le souhaitez. On a des œuvres d'artistes de provenance extrêmement différentes, de formations différentes, puisqu'ici, Yona Friedman, qui est un architecte très connu, et qui, à partir de grillages, a fait cette espèce d'ensemble de nuages qui était très très beau. On se rend moins compte ici, mais c'est immense. En fait, ça peut également prendre une dimension plus importante encore si l'espace est plus grand. Une pièce qui peut être montrée en extérieur également, qui a été montrée dans un parc, mais qui peut aussi être montrée grâce à nos murs modulables. Ici, on est au 3e étage du musée. Le 2e et le 3e étage ont tous les deux environ 5 mètres de haut, le 1er étage étant à 4 mètres. D'autres pièces reflètent encore la collaboration que nous avons eue avec des artistes comme celle-ci, qui est Ilya et Emilia Kabakov, qui sont des artistes russes et qui, à un moment donné, ont passé
clandestinement, via une valise diplomatique, la frontière russe et ont amené des lettres d'appartements collectifs dans la grande période soviétique. Et donc, à partir de ces lettres qui racontent la vraie vie, on a à l'intérieur de ce qu'il appelle le bateau, c'est une forme un petit peu de bateau, on a à l'intérieur des lettres, mais sur le pourtour, on a cette imagerie socialiste soviétique, toujours très, très gaie et très envolée, qui donne une image qui n'est pas exactement celle qui se passe réellement à l'intérieur. Kim Soo-ja, qui est une artiste coréenne, qui travaille, nous avons plusieurs pièces de Kim Soo-ja, beaucoup de vidéos, mais ici je souhaitais vous montrer cet ensemble de textiles qui sont montrés suspendus et qui font une immense salle, encore une fois, donc dont on a enlevé les murs pour cette exposition et qui permet aux visiteurs de déambuler complètement à l'intérieur. Un autre artiste, Joseph Kossut, il avait fait cette pièce en fait pour l'ancien musée dans lequel on était. Et donc, on a souhaité reconstituer, pour respecter la façon dont il l'avait montré, les arches qui étaient dans l'ancien musée. Donc, on a construit cet ensemble et ces passages, comme ici, qui reprennent exactement la configuration qu'il avait dans l'ancien musée. Donc, la souplesse des murs est très grande. Malheureusement, la hauteur n'est pas modulable. Et donc ici, nous avons acquis une œuvre de Robert Kousmirovski qui fait presque 11 mètres de haut. Et ça ne rentre pas du tout dans le musée. Donc c'est une pièce qu'on ne montrera pas à l'intérieur, mais qu'on montrera à d'autres occasions. C'est un espèce d'immense cylindre, comme une bibliothèque dans laquelle on ne peut pas rentrer, on peut juste regarder par une petite porte. Et le visiteur était invité, c'était lors d'une biennale, à monter sur un étage supérieur et regarder depuis le haut. Donc pour l'instant, c'est une pièce qui n'est pas, hélas, montrable, en tout cas dans nos murs. Des pièces qui sont modulables, on a beaucoup d'œuvres qui s'adaptent aussi au lieu. Ici, c'est une pièce du français Ange Leccia, qui est un ensemble de plus de 360 globes terrestres lumineux et qui peut, selon les configurations et les lieux, prendre des ampleurs différentes. Donc là, on se trouve dans une ancienne église. Nous essayons comme nous n'avons pas de collection montrée en permanence, de montrer les œuvres de la collection du musée le plus souvent dans des autres espaces en dehors, comme par exemple d'autres villes de la métropole qui nous empruntent des œuvres pour faire avec des habitants avec qui on discute, mais aussi bien sûr énormément d'expositions à l'international. On a beaucoup de mouvements d'œuvres. Nous avons un ensemble de pièces de Sol Lewitt qui nécessitent aussi de grands murs, mais pour lesquels on peut, en version noir et blanc, vous l'avez vu en couleur, que l'on peut moduler en fonction des choix que nous avons faits de scénographie. Également des pièces de l'artiste Robert Morris, différentes formes, mais aussi de Jean-Luc Parent, qui est un artiste français et qui, étonnamment, a commencé par quelques boules. Vous apercevez dans le fond des boules. Et puis, il a fait les portraits des boules. Et puis, il a fait les portraits des portraits. Et puis, il a fait au sol des espèces de volumes plats des portraits et des boules. Et il continue. Et au départ, nous avions que quelques boules et quelques portraits. Et puis maintenant, nous avons des boules, des portraits de portraits au plafond. Et récemment, il vient de nous offrir des micro-boules et des micro-portraits et des micro-choses qui sont dans des petites boîtes. Et donc, c'est une œuvre qui continue. Et donc, la prochaine fois, peut-être, vous en verrez encore plus. Un autre artiste français, Alain Séchasse, qui est là, c'est une œuvre interactive. C'est-à-dire, quand on appuie sur une petite pédale, on a les yeux du chat qui tournent. C'est une pièce qui est souvent prêtée et qui est assez célèbre. Et on a également des pièces qui sont interactives de manière plus multimédia, puisque c'est une des toutes premières pièces avec une réelle interaction numérique qui au départ était analogique. La pièce, quand elle a été créée, le numérique n'existait pas dans les moyens qu'on a actuellement. Donc c'était une pièce qui réagissait en fonction du mouvement des visiteurs et qui est transcrite en analogique sur un ordinateur qui dessinait des plantes.
Tout récemment, on a remontré cette pièce et on a modifié complètement le système en numérique. Et donc, en fonction de vos mouvements, les plantes grandissent et prennent aussi des distances par rapport à votre position. Voilà, vous avez une œuvre de Jesús Rafael Soto qui est un pénétrable qui lui aussi peut prendre des dimensions différentes. Là, c'est une collaboration que nous avons avec l'Université de Lyon. Dans le hall de l'université, nous avons prêté cette pièce. Régulièrement, nous prêtons des pièces. Et ils ont, ensemble, avec nous, choisi de mettre cette pièce à l'entrée de l'université pendant un certain temps. Pour ceux qui connaissent les œuvres de James Turrell, qui est un artiste qui vit en Arizona et qui a travaillé beaucoup autour de la lumière et des œuvres perceptuelles. Et c'est pour moi un des plus grands artistes actuellement. Donc, pour ça, je vous le montre. Même si c'est très, très difficile à voir en image, c'est toujours un bonheur de voir ses œuvres. Bill Viola, qui est dans les œuvres numériques qui, pareil, ont évolué, puisque c'est aussi la question des œuvres multimédia dans les collections. Ce sont des œuvres qui, au départ, étaient sur des disques laser qui maintenant n'existent plus du tout. Et donc, on a transformé cette pièce. Quand vous entrez, des personnages apparaissent par moment dans la pièce. La façade intérieure du musée reçoit aussi on essaye autour du musée d'avoir un certain nombre d'œuvres, dont celle-ci, suite à l'exposition de Irving Wurm, qui a été donnée à la collection par Irving Wurm et que nous avons gardée, et qui, dans cette immense rue intérieure qui fait presque 1 kilomètre, puisque vous avez vu que la cité était très très grande, nous avons la possibilité d'avoir en tout cas cette pièce qui attire beaucoup de visiteurs. De l'autre côté du musée, le long du parc, nous avons eu la chance d'avoir eu ce don extraordinaire de l'artiste Yoko Ono, que vous connaissez certainement, et qui a réalisé pour l'exposition Yoko Ono que nous avons faite, en tout cas nous a fait trouver un wagon qui est percé de trous et qui raconte une histoire en fait qui n'est pas du tout au départ, en tout cas celle des transports pendant la guerre, mais une histoire aussi triste aux États-Unis, des migrants mexicains qui ont été enfermés dans un wagon et le wagon est resté fermé et ils sont morts. Et donc on a chacun, en tout cas notre ressenti, quand on voit un wagon comme ça, on peut interpréter de manière différente. Elle a souhaité que ça reste justement interprétable par toute personne, quel que soit le lieu, pour rappeler aussi ce que les hommes peuvent faire. À cette occasion, à l'occasion de cette exposition, l'artiste Yoko Ono nous a fait l'honneur de nous offrir aussi une autre pièce, qui est une pièce plus ancienne encore, qui est une pièce qu'elle a intitulée Lumière, qui regroupe en fait 2 pièces différentes, voire même 3, puisque en fait le visiteur est amené à remplir un questionnaire, comme vous voyez la personne sur la droite, et puis ensuite elle enfile une sorte de sac noir qui lui... On ne la voit pas, mais elle voit un tout petit peu à travers, et ça lui permet de rentrer dans une pièce adjacente qui elle-même est sensible à la fois au jour, c'est-à-dire qu'elle reconstitue le jour et la nuit. Donc vous avez en un temps de 24 minutes, comme 24 heures, vous avez le passage de la nuit au jour et du jour à la nuit. Et donc soit le visiteur s'allonge, soit il reste comme il veut, il fait exactement ce qu'il veut, et il peut rester le temps qu'il veut. Donc à nouveau, pour vous montrer le type d'œuvre qu'on a, cette pièce-là est constituée pour chaque exposition. Ce ne sont pas du tout des fenêtres, mais des panneaux lumineux. Tout récemment, nous avons invité un très jeune artiste brésilien qui vit dans les favelas à Rio, et qui n'a jamais eu d'exposition en dehors du Brésil, et qu'on a découvert comme étant un des grands artistes prometteurs brésiliens. Et donc on l'a invité à venir en résidence au Musée d'art contemporain de Lyon. Et c'est quelqu'un qui avait une peinture très dense, très, très compacte, très, très remplie, pleine de couleurs, et qu'il réalise sur des petits papiers jaunes, qui sont des papiers d'emballage au Brésil, pas uniquement parce qu'il n'a pas beaucoup d'argent et qu'il utilise du papier d'emballage, mais surtout parce que ce papier est jaune. Lui-même est métis,
et revendique cette couleur. Le papier est pardo en brésilien, c'est-à-dire cette couleur qui n'est ni blanche ni noire, et lui se revendique noir. Puisque la question de la couleur de peau au Brésil est extrêmement importante. Et donc, il a souhaité utiliser ce papier et faire venir en France, pour sa résidence, ce papier qu'on a donc commandé au Brésil. Et le papier est scotché ensemble pour faire des grands panneaux. Dans son studio, dans sa favela, il a un petit studio et il réalise les dessins les uns après les autres et il les colle pour en faire des grands panneaux. Ici, il avait plus de 500 mètres carrés pour lui. Et donc, il a réalisé un immense dessin, une immense peinture, qui fait référence, pour ceux qui ont vu Beyoncé, Jay-Z au Louvre. C'est le clip très célèbre qui, pour lui, était important de replacer ici, puisque à travers ses peintures précédentes, tous ces icônes sont des icônes des militants plutôt de la cause noire, défenseurs de ce qu'il appelle l'empowerment noir, et également des féministes. Et donc on a retrouvé dans beaucoup de ces peintures, ça peut être Nina Simone, ça peut être plein d'autres personnes. Et ici, ce qui était très étonnant, c'est que la peinture était très épurée. Et donc on se rend compte aussi combien l'environnement, combien les choses influencent aussi les artistes et combien les résidences peuvent être importantes aussi dans un moment de la carrière de l'artiste. Et donc ici, il a fait un trou, comme vous le voyez, là, dans le dessin, puisqu'en fait, normalement, on a une immense fenêtre derrière, et il nous a demandé de boucher la fenêtre en dessous, de boucher la fenêtre en dessus, et il a fait un trou. Et en fait, pour lui, il n'avait pas besoin de dessiner le paysage, puisqu'il existait. Et donc le paysage est visible à travers ce trou. Et encore une fois, la souplesse du musée de Lyon fait que c'est possible d'avoir ce type de peinture qu'on a achetée à l'issue de l'exposition. On vient de monter très récemment un club de mécènes qui nous ont aidés à acheter les deux autres peintures qu'il a réalisées pendant sa résidence, celle-ci et celle-ci. Ce qui est assez étonnant, c'est que je n'ai pas ici l'image de ces pratiques antérieures qui sont vraiment très différentes. Mais pour lui, l'accès à l'abstraction, arriver à peindre abstrait, c'est arriver à un niveau de culture, d'histoire de l'art, plus évolué que ce qu'il a, lui, dans sa favela. Donc c'était assez intéressant de voir comment il perçoit l'histoire de l'art, comment la position de pratique artistique dans un musée a modifié sa façon de faire. Nous nous intéressons beaucoup à la jeune création. C'est une aussi en tout cas, moi, c'est des orientations que je souhaite développer. Depuis 2002, le musée d'art contemporain de Lyon s'intéresse tout particulièrement à la jeune création dans le cadre, au départ, régulièrement tous les ans, et puis en lien avec la Biennale de Lyon, réalise avec chaque biennale spécifiquement un focus, on va dire, sur la jeune création, avec l'École des Beaux-Arts, avec l'Institut d'art contemporain, la Biennale et le musée. Et on invite donc régulièrement, on invitait jusqu'à présent 10 artistes de la région français et 10 artistes internationaux, mais pour des raisons financières, nous n'avons invité que 5 récemment. Et donc on invite ces artistes à produire des pièces spécifiques pour l'exposition Focus pendant la Biennale. Et donc là, je vais vous montrer l'ensemble des artistes qui ont été invités dans cette partie jeune création. Donc là, c'est un artiste. J'ai oublié de vous dire, je m'occupe d'un ensemble d'ateliers d'artistes, une quarantaine d'ateliers qui est dans la périphérie de Lyon et qui permet c'est une association qui permet aux artistes diplômés des écoles de la région d'avoir pendant 1 an renouvelable 2 fois, c'est-à-dire pendant 3 ans, un atelier très très peu cher, parce que Lyon est une ville relativement chère, un atelier pour continuer leurs activités à la sortie de l'école. Donc là, les artistes que vous allez voir dans cette exposition, 4 sur 5 sont issus de ces ateliers. Là, c'est une jeune peintre également de ces ateliers, et on ne se rend pas très bien compte de la taille, mais enfin, c'est très très grand, et la peinture envahit l'ensemble de la salle. Une jeune artiste italienne qui a travaillé à partir de matériaux recyclés trouvés aussi sur place. Les artistes ont tous été invités en résidence et ils ont tous travaillé pendant l'été. Là, c'est un jeune artiste français qui a fait un reportage à la fois sur la restauration du retable d'Issenheim
et à la fois sur un guérisseur qui est dans la campagne et avec lequel il a des relations, et il faisait ce parallèle entre restauration et guérison. Une jeune artiste lyonnaise, mais qui maintenant vit à Marseille. Un artiste brésilien, Randolfo Lamonnier. Il a beaucoup travaillé avec la même chose, avec beaucoup de choses trouvées. Beaucoup d'artistes ont travaillé à partir de recyclage et d'objets trouvés. Sébastien Jefford, lui, par contre, a réalisé des sculptures et fait venir certaines de ces sculptures. Théo Massoulier, qui, il y a 2 ans, était à l'arrière, en tout cas dans des expositions de l'autre côté de l'Arsenal à Venise, sur une exposition qui était à partir plutôt de choses un peu multimédia, puisqu'il travaille à partir d'organismes créés à partir de microprocesseurs, mais qui mélangent à la fois des végétaux et des choses fabriquées par l'homme. Un film également de l'artiste chinois et de Sofia Kertész, que vous avez peut-être vu pour ceux qui auraient eu l'occasion d'aller à la FIAC à Paris, qui a été montré récemment aussi. Je voudrais revenir sur cette notion de résidence qu'on développe donc au Musée d'Art Contemporain de Lyon, mais aussi sur la façon dont je me suis rendu compte, parce qu'en fait, ça fait très longtemps que je travaille au Musée d'Art Contemporain, ça fait 1 an seulement que j'ai pris la direction, mais je me suis rendu compte au fil des ans qu'on avait beau dire au public que nos murs étaient amovibles, qu'on pouvait les bouger, qu'ils étaient faux. C'était impossible pour un public de l'extérieur de se rendre compte de ce que ça voulait dire. Et donc on a décidé de réaliser une exposition qui serait visitable à partir du moment 0, c'est-à-dire celui où on décide de faire l'exposition, jusqu'à la fin, au moment où elle est terminée, c'est-à-dire où tous les murs sont là et les œuvres sont accrochées, pour que le public se rende compte ce que c'est qu'une exposition réalisée à partir de rien et créée avec les artistes. Donc on a invité 7 artistes à venir successivement en résidence, chacun après l'autre, comme un cadavre exquis. Je ne sais pas, la traduction fait qu'en fait on donne un indice au suivant et il réalise une œuvre à partir de l'indice précédent. Donc là c'était des questions, 3 questions que l'artiste pouvait poser à l'artiste précédent et créer à partir de ça. La première artiste invitée est Chouro Kriech, qui est une artiste française qui travaille à partir du dessin qu'elle réalise au mur et un gros travail de perspective. Et donc elle a réalisé une pièce à partir d'un plan qu'elle a donné, et ensuite on a monté les murs et elle a réalisé sa pièce. Et dans le même temps où elle réalisait sa pièce et qu'elle terminait, le public pouvait donc visiter, mais ne pouvait pas aller plus loin, mais pouvait voir qu'il n'y avait plus rien derrière, si ce n'est un tas de matériaux et le volume immense du plateau derrière. Pendant ce temps, l'artiste suivant, c'était un couple d'artistes, Lou Maduro et Antoine Bellini, commençait à préparer la salle suivante avec l'équipe technique. Donc si certains professionnels aussi savent ce que ça veut dire, avoir une équipe technique qui travaille en même temps que l'exposition est ouverte au public, et il faut savoir qu'à Lyon, on n'a pas d'équipe permanente, on embauche du personnel spécifiquement puisqu'on est ou en montage ou en démontage. Donc on est obligé, en tout cas c'est la façon dont on travaille, on embauche des techniciens pendant les périodes de montage et pendant les périodes d'exposition, on embauche des gardiens. Donc ici on a mixé les équipes, ça a été aussi administrativement intéressant de voir comment les équipes de l'administration passaient les commandes en même temps que les expositions. Enfin, tout a été un petit peu bouleversé dans l'ensemble du fonctionnement. Et comment on gérait aussi, pour des questions de sécurité, le public pendant un chantier. Et comment le public pouvait aussi parler aux artistes. Et comment les artistes étaient en même temps visibles du public. Donc tout ça était assez intéressant à voir. Et c'était une belle expérience. Puisque là, ces 2 artistes-là ont fait une espèce de rue, une petite ruelle avec un petit lampadaire où on pouvait discuter à côté de je ne sais pas si vous apercevez, des sortes de fesses qui se parlent entre elles. Et donc le public s'assoit et écoute aussi les fesses qui parlent. C'est assez étonnant. Pendant ce temps, l'artiste suivante, Sarah Bichao,
avait décidé, on a un studio dans le musée, ce qu'on appelle un studio, c'est un petit appartement pour les artistes, avait décidé de reproduire le studio étant son œuvre, en modifiant complètement la façon dont elle les percevait. C'est-à-dire on lui a fait sa pièce, sa salle, dans les dimensions exactes du studio qu'elle avait à l'étage au-dessus. Et tout ce qu'on aperçoit, les planches au-dessus de la porte, là c'est son diary, c'est ce qu'elle faisait tous les jours, mais tout était en double de ce qu'elle avait dans le studio. Donc là c'était une des planches qui reprenait une des tables du studio, où on avait également la trace du drap, en tout cas le drap qui était l'exact drap qu'elle avait dans le studio. Pendant ce temps, le suivant, quand elle était là, commençait à travailler avec ce que vous avez ici, qui sont les structures des murs, c'est-à-dire des échelles, ce qu'on appelle nous des échelles, sur lesquelles on vient positionner généralement du placo-plâtre, et qui nous permet aussi d'accrocher des choses très lourdes, puisqu'on peut, à l'intérieur des échelles, renforcer les murs et avoir plusieurs tonnes accrochées au mur. Donc là, on a Celsian Langlois, qui préparait sa salle, sachant qu'il y allait avoir presque rien, si ce n'est du son. Et donc, il va inclure dans les murs, puisque c'est la possibilité qu'on a aussi, toute sa partie sonore, qui raconte à la fois des choses étranges, les murs qui parlent, et puis à la fois dans une salle noire à côté, le voyage de ces questions qu'il a posées la précédente. C'est-à-dire qu'il a enregistré dans une enveloppe, il a mis un petit enregistreur dans une enveloppe, et il a envoyé la question à la précédente, mais pendant ce temps, tout le voyage était enregistré. La poste, le camion, etc., etc. Mais par moment, par fragment. Et en fait, donc dans l'exposition ensuite, il a retranscrit tout ce voyage des questions. Ah, pardon. Et là, vous voyez, il fait un essai, le mur n'est pas terminé, et ensuite le public vient et le mur est terminé. Mais est-ce que le public se rend compte de tout ce qui a été fait auparavant? S'il n'est pas venu avant, il ne s'en rend pas compte. L'artiste suivante a travaillé également en hauteur, là cette fois-ci, et on se demande ce qu'elle fait. On a l'impression qu'elle est vers des bouches d'aération. Elle a observé que sur l'ensemble du site et dans le musée, il n'y avait pas de système visible d'aération. Mais elle en a vu plus loin, donc elle s'est dit je vais les rapatrier ici, et je vais dessiner. Et donc en fait, elle a dessiné à la main pendant plusieurs semaines des bouches d'aération. Donc ce sont vraiment des dessins. Il n'y a rien du tout c'est pas du collage, c'est pas des posters. C'est vraiment un ensemble de dessins qu'elle a réalisé. Et donc là, le public passait tous les jours et la voyait dessinant ces petits carrés, un par un. Et c'est une œuvre, quand le public passait ensuite, à la fin, est-ce qu'il se rend réellement compte du travail qui a été fait? En tout cas, ce qui était intéressant de voir, c'est que cette œuvre a beaucoup ému le public quand il a compris que c'était un vrai dessin. On a invité, pour finir sur cette exposition, une performeuse, puisqu'on souhaitait avoir des formats très différents. Et donc, elle a à la fois fait une performance dans le musée et à la fois réalisé une pièce sonore à partir de cette performance qui était des chants faits avec des collaborations avec des élèves chanteurs du CNSMD, du Conservatoire de musique, que le public ensuite pouvait venir écouter dans l'exposition. Voilà, cette partie-là est plutôt sur la jeune création, sur les productions, et surtout l'idée que je voudrais montrer d'un musée en mouvement, un musée qui peut se construire, déconstruire, et comment on le comprend aussi, cette chose-là. Et ça m'amène à la Biennale d'art contemporain de Lyon, qui, pour cette édition-là, a choisi de produire plus de 95% des œuvres sur place. C'est-à-dire qu'on a invité dans un premier temps, on a plus de 50 artistes, à peu près le même nombre qu'à la Biennale d'Istanbul. On les a tous invités, y compris ceux qui habitaient l'Afrique du Sud ou la Corée ou ailleurs, à venir une première fois, parce que ce sont des immenses halles qui font 29 000 m² de surface sur un seul tenant, un seul sol. Et du coup, c'était très très compliqué, même en envoyant des photos et des plans, de ressentir l'immensité, le volume de ce bâtiment. C'est un bâtiment qui n'est pas très ancien, il date des années 80, et il y avait encore, c'est une ancienne usine de machines à laver qui a été abandonnée, et qu'on vient juste de récupérer. Donc quand les artistes sont venus la première fois, c'était très sale, très gris, très sombre. Et certains ont été franchement influencés, puisque là on voit un des artistes qui a réalisé l'œuvre Warm in Your Memory, beaucoup se sont inspirés du site.
et qui du coup font référence à ce qui s'est passé, mais aussi à ce qui pourrait se passer de manière plus générale dans le monde. C'est un artiste qui est plutôt normalement dans la rue et qui là a souhaité intervenir pour expliquer qu'on gardait toujours en mémoire aussi, quelles que soient les circonstances, ce qui s'était passé auparavant. Voilà, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée du volume, là on est juste à l'entrée, c'est juste la première partie, la salle d'entrée, qui est donc assez volumineuse. On a les guichets, la billetterie et les vestiaires. On a souhaité garder toutes les structures le plus possible. La boutique est faite dans les grilles. On essaye dans les grilles qui sont sur la droite. Le restaurant a été réalisé également dans une partie du bâtiment qui existait. On a juste nettoyé et repeint certaines parties pour être un tout petit peu plus propre, mais on a gardé sur l'ensemble du site tous les tags qui avaient également présents et qui avaient été utilisés par beaucoup d'autres artistes auparavant. Au fond, vous avez une grande arche de Shanna Moulton. Shanna a réalisé également une arche dans le centre-ville qui, pour elle, était une espèce de passage de porte, de passage temporel qui permettait peut-être, en tout cas en imagination, de traverser la porte et de venir directement dans l'usine. Les artistes ont collaboré avec des entreprises régionales. Comme ici, Jean-Marie Apriou a réalisé un espèce de roncier en fonte d'aluminium réalisé par une entreprise de Clermont-Ferrand, qui est une ville pas tout à fait à côté de Lyon, mais en tout cas dans la même région Auvergne-Rhône-Alpes, et qui pour lui est ce qui exprime le mieux ce qui se passe quand l'humain disparaît, c'est-à-dire que la nature reprend ses droits, les ronces poussent, c'est ce qui pousse en premier, quels que soient les sols, elles arrivent à pousser. Et là, il a imaginé un futur où les ronces seraient même métalliques et s'empareraient du site sans nous, en tout cas. On aperçoit des grands tissus qui tombent du plafond, qui tombent en fait vous avez vu, il y a des lumières zénithales, puisque c'était une usine qui avait été très bien conçue sur le plan de la lumière, et qui font que l'artiste Malines Bulot, que vous apercevez à nouveau au loin, et qu'on va apercevoir ici, a utilisé pour étendre ses textiles. Et ces textiles peuvent être activés, on va dire, par des danseurs. Et donc on a collaboré aussi à cette occasion avec le Conservatoire de danse de Lyon. Et tous les week-ends et certains jours, des danseurs viennent activer la pièce, enlève une espèce de gros œuf qui est très lourd puisqu'il doit tirer le textile, et danse à l'intérieur avec un costume qui a été réalisé par l'artiste. Felipe Arturo a travaillé autour de la notion du café. C'est un artiste colombien. Les artistes ont été choisis, pour faire très rapidement, j'ai souhaité qu'il y ait au moins un quart des artistes qui soient français, en tout cas qui vivent en France, parité homme-femme, mais aussi une représentativité très large, c'est-à-dire des artistes d'Afrique du Sud, des artistes de Corée, de Colombie, de tous les continents, pour leur proposer justement cette forme de rencontre ensemble. Comme vous l'avez vu, il n'y a aucun mur. Il n'y a pas de mur, c'est l'idée, c'est que, d'abord pour des raisons financières aussi, c'était très compliqué, pour des raisons de temps, c'était très compliqué, et puis on avait envie aussi de tenter l'ouverture. Les commissaires invités sont 7 curateurs du Palais de Tokyo à Paris, qui ont choisi ensemble de sélectionner des artistes du monde entier et de travailler largement, on va dire, autour du thème du paysage, mais le paysage sous toutes ses formes, c'est-à-dire le paysage biologique, le paysage naturel, le paysage qu'on imagine, celui qu'on voit sur les tableaux habituellement, qu'on a dans l'esprit, mais aussi le paysage économique, le paysage social, la façon, les interactions, les flux entre les humains, les véhicules, et énormément de choses, les marchandises, et puis une forme de paysage plus mental, plus physique, qui est conçu dans certaines œuvres de manière encore plus poétique. Là, on a, avec l'œuvre de Felipe Arturo, une œuvre qui tourne autour du café. On n'en voit qu'une partie, hein, c'est très très partiel, puisqu'il y a des vidéoprojections qui sont dans notre dos et qui montrent le café ramassé à la fois en Éthiopie
et qui traverse le Maghreb, qui vient en Europe. Et l'ensemble du film est sous-titré dans les 3 langues et anglais aussi, pour aller jusqu'en Angleterre, où on voit à travers, ne serait-ce qu'à travers les sous-titres, le voyage du café déjà, et puis le café sous toutes ses formes, c'est-à-dire le mobilier quand on imagine un café, mais aussi un lieu de convivialité. Donc il y a 3 ou 4 plateformes comme celle-ci où on a un café qui pousse, on a des objets qui représentent qu'on utilise pour le café. Et puis il a réalisé en extérieur, dans une ville qui fait partie de la métropole, une espèce d'ensemble de plateformes avec un lycée professionnel fabriqué avec des sièges, des tables, un endroit très convivial où les gens peuvent venir depuis leur immeuble, boire un café s'ils le souhaitent. Et il a organisé une marche, c'est à 3 heures de marche quand même, hein, et il a organisé une marche avec l'ensemble des personnes volontaires pour venir jusqu'aux usines Fagor. Donc c'est une organisation qu'on a souhaité faire en association avec justement des gens qui ont l'habitude d'organiser des marches. Donc c'était très encadré en même temps sur le plan la sécurité, parce qu'une marche de 3 heures, c'est pas simple pour tout le monde. Et donc on avait organisé pour qu'il y ait justement ce va-et-vient entre l'intérieur et l'extérieur. Parce que pour moi, la conception d'une biennale, c'est pas juste une exposition, c'est un événement. C'est-à-dire, c'est pas un espace clos où les gens viennent voir quelque chose, mais c'est un espace qui est avec du dedans et du dehors. C'est un espace qui à la fois propose des événements. C'est un espace qui à la fois invite les voisins. Donc on a fait par exemple le premier samedi une invitation aux 6000 voisins autour de venir gratuitement. Alors je dis ça parce qu'à Istanbul c'est gratuit, mais chez nous c'est payant. Alors c'est payant pour les gens qui ont un petit peu d'argent, mais il y a énormément de cas où c'est gratuit. C'est-à-dire les chômeurs, les enfants, etc. etc. Malgré tout, si... il y a quand même une catégorie de population qui n'imagine pas venir voir une exposition d'art contemporain. Et l'envoi de ce courrier, parce que c'était un courrier qu'on a envoyé à tous les voisins, avec une invitation personnelle, leur permettait déjà de savoir qu'ils avaient de nouveaux voisins, mais aussi certains sont des anciens ouvriers de l'usine, et ça leur a permis de revenir aussi voir l'usine et de venir voir une exposition d'art contemporain, alors que jamais ils auraient eu l'idée de venir voir une expo d'art contemporain. Et donc tout ça fait que c'est ressenti aussi dans le choix des artistes et dans les manifestations qu'on mène jusqu'à la fin de la biennale pour qu'il y ait cette porosité et que la biennale ne soit pas d'abord que dans un lieu, elle est également au musée, on y verra juste un tout petit peu après, mais elle est également dans 12 lieux d'exposition associés et elle est dans 8 expériences qu'on a fait avec des villes de la métropole à partir d'œuvres de la collection du musée et à partir de résidences d'artistes qui sont venus en complément de la biennale, qui parfois étaient dans la biennale, qui parfois ne l'étaient pas forcément, mais qui ont fait ce travail avec les habitants. Donc voilà un ensemble d'autres œuvres qui vous permet aussi de voir la taille, le volume du bâtiment. Rebecca Ackroyd, là, qui nous a fait un intérieur d'avion, on pense que c'est un crash, enfin on imagine avec des fragments de corps. Mais aussi une œuvre de Stéphane Tidet, qui a reconstitué ce qu'il appelle un geste comme un dessin sur une feuille de papier, mais qu'il a fait à une échelle immense, avec un énorme tas de terre recouvert de chaux blanches. Et la moto, c'est un vrai cercle qui a été fait par un motard, hein, qui a été déposé par une grue, et qui a fait le tour, qui a posé la moto, et la grue est venue le récupérer sans qu'il pose les pieds par terre. Donc ça a été, c'est un champion de moto de trial, donc c'est d'un club qui n'est pas très loin de Lyon. Donc voilà, c'est aussi ces pièces et ces collaborations qui sont des moments extrêmement intéressants et comment l'art peut faire se croiser des choses ou des gens qui sont a priori pas forcément voués à se croiser. Donc là, c'est l'artiste Menou Klim qui a reconstitué, on se rend peu compte sur la photo, mais il y a plusieurs tonnes de ciment. Et c'est une rivière, en fait, sur lesquelles une boule et des vêtements circulent. Et c'est une œuvre qui dégage une forme de chaleur aussi. C'est assez étonnant dans un espace qui, là pour le coup, est une halle qui est beaucoup plus basse et plus sombre. Et c'est assez impressionnant. Dans cette même halle, il y a l'artiste Bianca Bondi qui a utilisé une cuisine qui au départ était toute neuve, dans un endroit qui était certainement utilisé pour une cuisine,
avec du sel et une forme de transformation qui se fait, qui est très organique. Et beaucoup d'œuvres de la Biennale sont des œuvres qui se transforment au fur et à mesure, et donc elle n'est jamais la même jusqu'à la fin de l'exposition. Là, c'est une œuvre qui a été faite spécifiquement aussi. Abraham Poincheval est un artiste qui avait comme projet de voler, de marcher dans les nuages. Et donc, il, avec une équipe de la production de la Biennale, est parti au Gabon, puisqu'on nous avait dit qu'il y avait des nuages à cette période-là. Il n'y en avait pas tant que ça, en fait, mais on était parti, donc c'était trop tard. Et donc, avec une montgolfière, il était suspendu et il marchait. Il marchait dans les nuages et il avait une tente suspendue, il rentrait dans sa tente. Enfin, c'était techniquement assez complexe, d'autant plus complexe que le moteur qui devait transporter les montgolfières et les faire bouger n'est jamais arrivé. Et donc, il a fallu gonfler les montgolfières à la main et les faire bouger à l'ancienne. Enfin, ça a été, comme d'habitude dans l'art contemporain, une aventure. C'est ce qui est intéressant aussi. Et donc, tout son film raconte cette aventure de cet homme qui voulait marcher dans les nuages. Ici, on a deux artistes autrichiennes, puisque c'est des artistes transgenres, et qui ont reconstitué à partir d'une fosse qui était assez sale, assez étrange, tout un ensemble de meubles, de mobilier, de tapisseries un peu délirantes, qui sont totalement dans leur univers. Thomas Feuerstein, qui a travaillé, là c'est une des rares pièces qui a été partiellement amenée, transportée, ce qui est une pièce qui est très complexe, qui est immense, hein, comme vous pouvez le voir. Elle tient une grande partie d'une des halles. Elle part sur l'idée que des bactéries qui pourraient manger le foie, c'est le mythe de Prométhée, hein. En fait, c'est le foie qui est mangé et qui repousse. Mais ici, la sculpture en marbre de Prométhée est reliée à des tuyaux, et comme vous l'avez vu, qui sont des bactéries qui arrivent et qui mangent la sculpture petit à petit tout au cours de l'exposition. Alors, elle ne disparaîtra pas complètement parce que c'est très long, c'est un processus extrêmement long. Et en parallèle, sous une forme de foie artificielle, des cellules de foie sont reconstituées, et donc un foie est reconstitué, et à partir du liquide qui est fabriqué, on est censé faire un alcool qui peut être bu par le visiteur. Alors là, on n'a pas vraiment tenté le... Moi, je n'ai pas essayé, mais bon. Et là, on voit, c'est une espèce de foie étrange, hein, vraiment. Là, j'aimerais, par exemple, que ce type de pièce rentre dans notre collection. Donc, on est en discussion. Vous saurez plus tard. Ici, c'est une artiste thaïlandaise qui nous a demandé donc, de lui trouver des énormes tubes en ciment. Elle avait envie de reconstituer ces passages souterrains, ces espèces de grottes. Et elle est venue avec son équipe, ils étaient 4, et ils sont mis pendant 3 semaines, ils ont peint. Et ils ont peint, c'est quelque chose d'assez splendide, d'assez étonnant. Elle, depuis l'âge d'une dizaine d'années, elle travaille la peinture avec des moines bouddhistes. Donc elle a une technique exceptionnelle, elle est capable de rendre des choses complètement étonnantes. Elle maîtrise la peinture parfaitement. Et elle a souhaité croiser la peinture, on va dire plutôt orientale, avec l'occidentale. Et c'était assez drôle parce qu'à partir par exemple, de Botticelli qu'elle avait sur son iPhone, elle reprenait les images et elle les peignait à l'intérieur, mais comme si elle avait toujours peint ces peintures-là. Et c'est impressionnant. Alors, on se rend très peu compte ici sur l'image, mais on a presque tous les grands classiques de la peinture chrétienne occidentale, ce qui est assez fou de voir. Et le visiteur pouvait passer à l'intérieur des tubes pour voir ces peintures, comme si c'était des peintures rupestres qui avaient été là depuis des millions d'années et qu'on découvrait soudain, étonnamment dans ces tubes qui datent de maintenant, puisque c'est des tubes actuels, mais comme si ils avaient rajouté même à l'intérieur des morceaux de ciment, comme si la paroi avait été là avant et avait commencé à se dissoudre un peu. Donc c'est une pièce qui est très belle et que j'aimerais bien aussi qu'elle rentre dans la collection. Parce que comme vous pouvez le voir, ce sont des pièces énormes, hein. Elles sont très très volumineuses. Et le deal avec les artistes sur ces pièces-là, c'est qu'on ne peut pas leur rendre parce que c'est trop compliqué à transporter, en tout cas sur des longues distances. Donc soit elles sont détruites, soit ils acceptent de les donner, soit ils acceptent de les vendre à un prix peu cher. Mais malheureusement, et là, vraiment, je veux dire qu'on
on serait désespéré si les pièces devaient être détruites. Le musée, à nouveau, nous recevons 8 artistes pour la Biennale, dont Nina Chanel, qui nous a fait une immense, une peinture en tout cas sur adhésif, qui couvre une grande partie de la façade, dont mon bureau. Alors je vois plus le parc parce que c'était quand même assez beau. Mais bon, temporairement, qu'est-ce qu'on ferait pas pour les artistes? Donc il y a une superbe, en tout cas cette très très belle peinture, qui sera remplacée ensuite par d'autres. Et que vous avez de plus près, qui est assez étonnante, hein, je dois dire. Je ne détaillerai pas plus, mais enfin, vous voyez que cet artiste a beaucoup d'humour, et nous aussi, donc on l'a gardé. Et à l'intérieur, on a 8 artistes, mais je m'arrêterai plutôt sur Renée Lévy, qui est née à Istanbul, qui est une artiste qui est plutôt une street artiste, en fait, au départ, qui vit à Bâle maintenant, et à qui on a donné 4 salles. On a gardé la configuration précédente de l'exposition précédente, et elle a dit, moi j'ai besoin de murs, donc vous enlevez rien, et je peindrai dessus comme si je faisais mes tags habituels dans la rue. Et donc elle a fait un ensemble de grandes interventions, mais elle est quand même arrivée avec ces immenses peintures qui faisaient plus de 5 mètres de large et plus de 7 mètres de long, qu'il a fallu aller chercher avec des camions qui n'étaient pas prévus, mais bon, comme font les artistes souvent. Et donc elle s'est mise à peindre, là vous la voyez en train de peindre, avec cette espèce de balai qu'elle trempe dans la peinture. Et elle a fait plusieurs salles dans le musée, et c'est un ensemble extraordinaire de peintures. Elle est venue également avec une très grande peinture qui fait 9,60 m par 3 mètres et quelques, qui est montrée encore actuellement au Musée des Beaux-Arts et que nous allons acheter pour la collection. Et enfin, un autre artiste, un duo d'artistes, Dewar et Jikel, qui ont fait des sculptures à partir de blocs de bois. Hein, c'est vraiment des gros blocs de bois massifs, donc ce sont des structures très lourdes avec du mobilier, et qui venait prendre beaucoup le contre-pied de ce que vous avez vu dans l'usine Fagor, c'est-à-dire que quelque chose de beaucoup plus muséal au musée et beaucoup plus déstructuré dans la partie des usines. Et juste enfin, je vous montrerai quelques dessins de l'artiste qu'on invite en avril à Lyon, en résidence. Le musée ferme pendant quelques mois pour travaux, pour des questions de sécurité et d'incendie. Et donc on l'invite dans l'orangerie du parc de la Tête d'Or. Alors, regardez bien ces images, parce que c'est assez étonnant. Il parle d'un jeune garçon, mais en fait, c'est un artiste transgenre qui était une fille et qui est devenu un garçon, et qui n'a pas eu cette enfance qu'il espérait, qu'il aurait voulu, et qui, du coup, retranscrit dans ses dessins. C'est assez beau. Voilà l'orangerie qui est dans le parc, qui va être notre petit lieu temporaire. Une très, très belle orangerie. Et puis ensuite, Marie Sibandé, une jeune africaine d'Afrique du Sud, qui a été au McVal d'ailleurs, qui avait été invitée et dont une des pièces nous sera prêtée par le McVal et qu'on invite en résidence pour pouvoir faire des nouvelles pièces qui, j'espère, entreront dans la collection. Et enfin, on s'inscrit en 2020 dans l'année Afrique, France-Afrique. Et nous invitons le directeur de la Biennale de Lagos, Folakunle Oshun, à nous faire une proposition sur sa vision de l'Afrique. Voilà, c'est le programme de l'année prochaine. Merci. Çok teşekkürler bu harika sunum için. Sorularınız varsa yöneltebilirsiniz. Arkadaşlarımız mikrofon dolaştırıyorlar şu anda. Pour ces grandes œuvres que vous voulez acquérir, vous avez la possibilité de les exposer, ces grandes œuvres, de façon permanente. Vous avez autant d'espace. Alors nous avons absolument pas d'espace pour l'exposition, pour la collection, pour les exposer.
Par contre, les œuvres sont beaucoup empruntées, donc elles circulent beaucoup. Elles sont conservées, ce qui permet de faire en sorte qu'elles ne sont pas détruites. Il faut savoir qu'il y a très peu de musées qui acceptent de prendre ce genre d'œuvres. Et nous sommes plutôt dans une idée de montrer partiellement les œuvres dans des expositions temporaires. Et puis nous essayons d'avoir actuellement peut-être un morceau de l'usine que vous avez vu pour montrer une partie des collections. Bir de en son en yeni aldığınız sanatçı hangi tarihli acaba? Je crois qu'il est de 92. Alors moi j'ai une question, surtout concernant ce programme de résidence. Lorsque vous identifiez ces artistes, est-ce que vous avez dit que vous préférez les artistes de la région de Lyon? Nous savons qu'il y a différents types de programmes de résidence pour les artistes. Est-ce que vous identifiez un thème particulier pour une année donnée? Est-ce que la communication entre les artistes et le musée prend une forme de mentoring, d'orientation pendant la phase de production? Comment est-ce que cette relation prend forme? Alors il y a deux choses. Il y a l'ensemble des résidences que j'ai évoquées qui est dans la périphérie de Lyon, mais qui est réservé aux artistes des écoles et qui n'est pas directement lié au musée, puisque d'autres lieux peuvent aussi travailler avec ces artistes. C'est très différent. Par contre, dans le musée, nous avons un studio et nous organisons des résidences. Et là, ce sont des artistes du monde entier. Il n'y a pas du tout de préférence pour la région. Alors évidemment, on essaie de travailler ensemble, c'est-à-dire de les aider dans les productions, s'ils sont très jeunes, parfois de les conseiller, de leur faire rencontrer d'autres artistes, d'autres professionnels pendant leur temps de séjour. On essaye d'être aussi dans la formation s'ils sont très jeunes. Teşekkürler. Bonjour. Est-ce que le musée vend des œuvres de temps en temps? Alors, en France, le système de musée fait que chaque œuvre qui rentre dans la collection devient ce qu'on appelle inaliénable, c'est-à-dire ne peut plus jamais être vendue. Et votre budget est généré comment pour acheter les œuvres? Alors, nos budgets sont très réduits. Par exemple, pendant les 2 années qui viennent, on est à peu près autour de 100 000 euros. Ce qui, pour parfois une peinture de jeune artiste, est à 40 000, 50 000. On a des petites, mais pas des très grandes. Donc, on n'a jamais le prix qui nous permettrait d'acheter l'œuvre que vous avez vue de Thomas Feuerstein est plutôt en millions. Et donc, actuellement, on essaye de le convaincre sur le fait que cette œuvre, elle va peut-être disparaître si personne ne l'achète et que si elle est dans la collection du musée, c'est aussi une façon de la conserver. Et c'est un coût aussi pour nous, puisque c'est des œuvres qui nécessitent de la surface, de l'entretien, mais ça, on peut le faire. Donc, c'est pour ça qu'on souhaite aider à notre manière. Alors, dernière question qui accompagne tout ça. Est-ce qu'il y a des collaborations avec le secteur privé ou est-ce qu'il y a des compagnies qui aimeront collaborer en termes de fonds? Alors, depuis cette année seulement, nous avons un club de mécènes grâce au Musée des Beaux-Arts qui, à Lyon, avait un club très important de mécènes pour acheter des tableaux très chers.
Et en fait, ils nous ont aidés à monter un club de mécènes, de jeunes mécènes, qui ont envie de nous aider. Et par exemple, dans les 3 œuvres de Maxwell que vous avez vues, 2 des pièces ont été achetées par le club de mécènes. Sur l'année prochaine, la résidence de la Sud-Africaine Marici Bandé est financée par le club des mécènes. Et on espère avoir d'autres acquisitions qui seront par le club des mécènes. Voilà, c'est un début. Alors on essaye. Excellent début. Alors. Merci. Bonjour. Vous avez travaillé avec beaucoup d'artistes. C'est une biennale très diverse et je vois que vous êtes très ouvert d'esprit. Alors, pour ce qui est des coûts de production des artistes, est-ce que vous couvrez toutes les dépenses de production? Alors, en production, oui. L'idée, c'est que ça ne coûte rien à l'artiste. On peut malheureusement pas toujours lui donner des fees, des honoraires. Parfois, on essaye, mais parfois, sur 56 artistes, c'est très compliqué. Donc, on essaye de produire des œuvres qui peuvent être ensuite, elles restent la propriété de l'artiste. S'il veut l'emmener, il peut l'emmener. Et on ne lui demande aucun coût. Par contre, parfois, le coût de transport est trop cher pour l'artiste. C'est pour ça qu'on a, également pour nous, c'est pour ça qu'on a donné cette idée de on ne peut pas faire le transport retour. Mais sinon, on essaye toujours de produire les œuvres, de les aider dans la production. Et puis, on a assez souvent, en tout cas sur cette biennale, on a cherché beaucoup de collaborations avec des compagnies qui nous ont aidés à fabriquer, presque à prix coûtant. Parfois, on offert. Parfois, on préacheté certaines œuvres. Par exemple, les ronces que vous avez vues en métal ont été achetées à l'avance par une société qui voulait garder cette œuvre pour leur collection et donc qui ont financé cette œuvre. Donc là, on a trouvé des moyens sur dans plein de situations différentes d'avoir des aides. Şekillerde çalıştık. Merci beaucoup pour votre intérêt, pour vos questions. Merci beaucoup Isabelle. Vous pouvez retrouver sur le portail, sur le site web de toutes ces présentations de ce cycle sur le site de notre musée. Merci beaucoup.